je vais revenir peut-être sur la guerre de 100 ans pour dire que, même si effectivement c'est une expression du 19e siècle, les contemporains, surtout à la fin du règne de Charles VII, disent, notamment dans le débat du héros de France et d'Angleterre, c'est un traité polémique contre l'Angleterre, le héros français dit depuis 100 ans, depuis 100 ans les Anglais nous font la guerre, c'est 3 générations. Et ça va, au-delà, il n'y a plus la mémoire humaine, donc on ne va pas plus haut que 3 générations. Et pour eux, 100 ans, c'est 3 générations. Donc en fait, en réalité, il y a déjà cette idée de la guerre qui dure depuis au moins 3 générations, c'est ça en fait. Donc en fait, les historiens du 19e siècle n'ont fait que reprendre et systématiser une sorte de sentiment, je dirais, des contemporains. Alors, aujourd'hui, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à venir à Ancre. Et je voulais donc parler d'un personnage, Jean de Vienne, amiral de France. Et d'emblée, je voulais aussi signaler que quand on parle de la guerre de 100 ans, surtout peut-être dans la région, on pense évidemment à la prise de Calais, au siège de Calais. Et on sait que Calais a été défendu par le capitaine qui s'appelait Jean de Vienne. C'est pas le même, c'est un cousin de ce Jean de Vienne, plus âgé que le Jean de Vienne dont je vais parler, qui est capitaine de Calais, qui s'appelle Jean de Vienne, effectivement, mais ce n'est pas celui dont je vais vous parler. Donc il ne faut pas se tromper. Celui qui a défendu Calais s'appelait Jean de Vienne, seigneur de Pourlan, P-O-U-R-L-A-N-S, et celui-là est Jean de Vienne, seigneur de Roulan, R-A-U-L-A-N-S. Encore une cause éventuellement de confusion. Mais enfin, ce n'est pas le même. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce sont des cousins qui appartiennent à une grande famille de la Franche-Comté, comté de Bourgogne. Notre Jean de Vienne, seigneur de Roulan, est issu d'une grande famille, donc disais-je, ce qu'on appelle le comté de Bourgogne, la Franche-Comté. Je pense que je peux vous le montrer ici. Donc, le duché de Bourgogne et la comté ou le comté de Bourgogne, ce sont 2 seigneuries, 2 principautés proches, mais séparées, comme vous le voyez ici, par une frontière qui est ici en pointillé rouge. À l'ouest, le royaume de France, à l'est, l'Empire, le Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire que cette famille de Vienne, elle n'est pas du royaume de France. On a parlé de Valenciennes et Corbeil qui ne faisaient pas partie du royaume de France. Eh bien, Dole et Besançon ne font pas partie du royaume de France au Moyen-Âge, ça fait partie de l'Empire. Donc cette famille de Vienne, elle est largement originaire donc de Franche-Comté. Mais notre Jean de Vienne, seigneur de Roulan, il descend par son père d'une très grande famille donc, du comté de Bourgogne, et par sa mère, Marguerite de Chaudenay, d'une grande famille de Bourgogne, donc duché de Bourgogne. Donc la famille est possessionnée à la fois dans le royaume, dans le duché de Bourgogne, et dans l'Empire, comté de Bourgogne. Et alors vous allez me dire, bah, dites donc, Jean de Vienne, amiral de France, la Franche-Comté, on peut difficilement faire plus loin de la mer. Comment ce personnage a-t-il devenu amiral de France? Bon, simplement, l'amiral, c'est effectivement un officier qui a des compétences militaires et des pouvoirs militaires. Cela étant, ce n'est pas lui qui pilote les navires. Quand on est sur un navire, il y a des pilotes, il y a des maîtres de nef. L'amiral est un homme de guerre. C'est un grand officier de la couronne, ça ne veut pas dire qu'il peut avoir nécessairement des compétences en matière de navigation. La seule chose qu'il faut avoir quand même, c'est le pied marin. Alors vous allez dire, un comtois n'a pas forcément d'emblée le pied marin. Vous allez voir que Jean de Vienne montre qu'il a quand même le pied marin. Alors, ce Jean de Vienne, comme je l'ai dit, il est originaire de Franche-Comté et c'est donc une famille chevaleresque, je ne sais pas si je vais pouvoir... voilà. Chevaleresque, donc de la région de Besançon. La famille est donc il est seigneur de Roulan. Roulan, c'est donc au nord-est de Besançon. C'est entre Besançon et Baume-les-Dames, pour ceux qui connaissent un peu la Franche-Comté. Il y a le beau reste du château de Roulan, c'est le château familial de Jean de Vienne. Donc c'est à peu près, ça se situe à peu près ici. Quand même. Et
donc une famille chevaleresque, une famille d'hommes de guerre, et lui-même va faire une carrière d'homme de guerre. Alors on ne connaît rien, pratiquement rien de sa formation en tant que jeune noble. Bon, il a certainement d'abord appris à monter à cheval, et puis, mais on n'a pas, par exemple, de signature de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne maîtrisait pas forcément l'écriture. À cette époque, une bonne partie de la noblesse chevaleresque maîtrise l'écriture, mais on n'a pas de signature de lui. Mais il est évident que quand on voit que plus tard, il a été maréchal de l'Ost, qu'il a été amiral, il avait visiblement des compétences administratives quand même. Donc ça, et probablement financières aussi. Il est né vers 1341, donc la guerre franco-anglaise, on va dire le conflit franco-anglais est déjà commencé quand il naît. Il a 5 ou 6 ans quand son cousin capitule à Calais. Il est certainement formé pour devenir un homme de guerre, puisque en 1359, c'est le début de sa carrière, de la carrière des armes pour lui. 1359, donc il a probablement 18 ans, c'est un âge tout à fait normal pour un jeune noble pour commencer sa carrière militaire, et on le voit en 1359 essentiellement servir en Bourgogne, la Bourgogne qui en 1359-1360 est menacée, subit une double menace, la menace des chevauchées anglaises, des Anglais viennent en 1360 jusque sur les frontières de Bourgogne, entrent en Bourgogne d'ailleurs, et il y a aussi ce qu'on appelle les grandes compagnies, c'est-à-dire des gens de guerre qui sont sans emploi et qui restent en formation militaire et font la guerre pour eux-mêmes. Hein. Et donc, ils sillonnent le royaume de France à partir du début des années 1360 et ils créent des désordres considérables. Alors, la noblesse locale, quand ces grandes compagnies arrivent, en principe, quand il y a encore comment dirais-je, un semblant d'autorité, se constitue en troupes pour arrêter les grandes compagnies. Éventuellement, on voit aussi certains seigneurs locaux qui pactisent avec les grandes compagnies pour éviter des dommages sur les terres de leur propre seigneurie. Alors, notre Jean de Vienne, lui, c'est un homme de guerre loyal à son prince, le duc de Bourgogne, et il va, qui est d'ailleurs aussi en 1359 aussi comte de Bourgogne, donc les deux principautés sont réunies sous une seule main, et donc on le voit combattre, en tout cas être présent dans les armées, levé en Bourgogne pour faire face aux Anglais et aux grandes compagnies vers 1359-1360. C'est probablement pendant une des campagnes qu'il va mener à ce moment-là, 1350-1360, qu'il est armé chevalier. Jusque-là, on disait Jean de Vienne écuyer, un écuyer à l'époque, fin du Moyen-Âge, c'est simplement un noble qui n'a pas reçu l'adoubement, ça ne veut pas du tout dire un jeune noble en apprentissage, on peut avoir des écuyers de 50 ans, simplement un noble qui n'a jamais été adoubé, on va continuer de lui donner le titre d'écuyer. Donc lui il est écuyer jusqu'en 1360, après quoi on voit Messire Jean de Vienne, chevalier. Donc ça veut dire qu'au début des années 1360, il est armé chevalier. Il a une vingtaine d'années, ce qui est précoce pour la période, hein, parce que souvent on a des nobles qui se font adouber en fin de carrière, hein, c'est un peu comme recevoir la Légion d'honneur si vous voulez. Et là on a un jeune noble d'une grande famille, donc adoubé précocement à 20 ans. Dans la période qui suit, 1361-1362, il va y avoir un épisode important pour sa carrière, c'est que le duché de Bourgogne, où il est bien implanté, par sa mère en particulier, par l'héritage maternel, le duché de Bourgogne va être recueilli par le roi Jean II le Bon. Le roi de France recueille le duché de Bourgogne parce que le duc de Bourgogne, qui s'appelait Philippe de Rouvre, est mort sans héritier, et donc le duché de Bourgogne est recueilli par le roi de France, qui se présente comme l'héritier des ducs de Bourgogne. C'est vrai que par sa mère, il est lui-même, Jeanne de Bourgogne, il est lui-même de la famille. Et ça veut dire que les Capétiens valois, comme vous dites, ou les Valois, comme diraient les Anglais, avec un peu de mépris, les Valois recueillent le duché de Bourgogne, le roi valois, Jean II le Bon, qui est donc le deuxième de la dynastie des Valois, recueille le duché de Bourgogne.
Et on voit très bien, tout de suite, Jean de Vienne qui capte l'intérêt et l'attention du roi Jean le Bon, qui vient en Bourgogne en 1362, et on le voit d'ailleurs recevoir des récompenses, des seigneuries, hein, pour les bons services qu'il a rendus au roi Jean, notamment dans ses guerres. Donc on voit que Jean de Vienne, issu de la grande noblesse de Bourgogne, entre dans la fidélité du roi Valois. Et de cette fidélité, il ne sortira. Ce n'est pas un de ces nobles du royaume de France qui cherche la meilleure opportunité. Il va devenir un fidèle serviteur des Valois. Jean de Lebon d'abord, puis le fils de Jean de Lebon, le plus jeune fils de Jean de Lebon, à qui Jean le Bon va donner le duché de Bourgogne en 1363, donc Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Donc notre Jean de Vienne, il est donc le fidèle de Jean le Bon, et il passe aussi au service de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui est le premier duc de Bourgogne valois, hein, donc par concession de son père Jean le Bon. Et puis Jean de Vienne va aussi être un grand serviteur du fils et successeur de Jean le Bon, frère aîné du duc de Bourgogne, Charles V, hein, le roi Charles V, sous le règne duquel Jean de Vienne va faire une bonne partie de sa carrière, et la plus belle partie de sa carrière. Alors, Jean de Vienne, c'est un homme de guerre à ce moment-là. Un homme de guerre qui va combattre dans les années 1363-64, grande période de guerre. Alors, vous allez me dire, le royaume de France et le royaume d'Angleterre, en principe, sont en paix, puisqu'un traité a été conclu à Brétigny, près de Chartres, en 1360. Donc, en principe, il n'y a plus de guerre. Mais il y a quand même deux guerres en cours, celle que l'on mène contre les grandes compagnies, et c'est une guerre difficile, et puis alors il y a, comme vous l'avez dit, chers collègues, une guerre civile, à ce moment-là, qui oppose le roi Valois à un cousin, Charles, roi de Navarre, celui qu'on appelle Charles le Mauvais, enfin bon, faites attention au surnom, hein, bon, c'est comme Charles le Téméraire, hein, bon, ça c'est pas très gentil comme... Donc Charles, on va dire Charles II, roi de Navarre, qui a des ambitions politiques dans le royaume de France, parce qu'il est capétien de tous les côtés, par son père, Philippe d'Évreux, par sa mère, Jeanne de France, enfin bref, c'est un homme qui est tout à fait capétien, il est roi de Navarre, hein, bon, il est roi de Navarre, mais il est aussi comte d'Évreux, comte de Mortain, etc. Donc en fait, il a d'amples seigneuries en Normandie. Et il s'allie assez facilement avec les Anglais, Charles de Navarre, et lorsque les Anglais sont sortis du conflit après le traité de Brétigny, on a une guerre entre le roi de France, Charles V, et le roi de Navarre, le parti navarrais. Et notamment en Normandie, où les Navarrais sont puissants. Donc, Jean de Vienne, eh bien, on le voit combattre en Normandie, et en particulier, il participe au mois de mai 1364 à la bataille de Cocherel, qui est une grande victoire des armées du roi de France, Charles V, contre les Navarrais. Et l'une des personnalités importantes à Cocherel, évidemment, c'est Bertrand du Guesclin, un noble breton, un capitaine extrêmement efficace. Et là, on voit, dès ce moment-là, donc, des liens entre Jean de Vienne, futur amiral de France, et Bertrand du Guesclin, futur connétable de France. Il n'est pas encore, ni l'un ni l'autre n'ont encore atteint ces sommets dans la carrière, mais ils sont tous deux des capitaines extrêmement efficaces au service de Charles V. Alors, Cocherel, c'est la bataille, une victoire, enfin une victoire, qui permet d'ailleurs à Charles V d'asseoir vraiment son pouvoir, parce qu'il est au tout début de son règne. Donc, il commence son règne par l'annonce d'une grande victoire, bon, avec son sacre dans la foulée. Alors, on va avoir de toute évidence une connexion extrêmement forte entre Jean de Vienne et Bertrand du Guesclin. D'ailleurs, Bertrand du Guesclin, alors là, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, entraîne Jean de Vienne en Bretagne, puisque nous sommes en mai 1364 et la victoire de Cocherel. Mais il y a encore une guerre dont on n'a pas encore parlé, c'est la guerre de succession de Bretagne. Oui, c'est pas une période extrêmement calme, vous avez bien compris. Donc, deux parties se disputent le duché de Bretagne.
celui de Jean comte de Montfort, Jean comte de Montfort, et de l'autre côté Charles de Blois. Alors, Jean comte de Montfort et Charles de Blois se disputent la succession du duché de Bretagne. Montfort est soutenu par les Anglais, Blois par le roi de France. Bon, en fait, c'est une sorte de conflit annexe entre France et Angleterre, et Bertrand du Guesclin, qui est un noble breton, soutient le parti de Blois, donc le parti pro-français, contre Montfort. Et donc il attire Jean de Vienne, avec un certain nombre d'autres capitaines français, dans cette guerre de succession de Bretagne, pour leur malheur, puisque là, cette fois, c'est une défaite à Auray, le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, 29 septembre 1364, défaite, Charles de Blois, le compétiteur de Jean de Montfort, est tué sur le champ de bataille, du Guesclin est capturé, et alors, ça c'est le chic du chic, on lui demande de fixer lui-même sa rançon, ce qui est tout à fait... Et ensuite, alors Jean de Vienne, en revanche, arrive à, probablement, j'allais dire battre en retraite, je n'ai pas dit qu'il s'enfuit, battre en retraite prudemment, parce que, visiblement, il n'a pas été capturé, il n'a pas été tué, il n'a pas été capturé sur le champ de bataille, il n'est pas mis à rançon, et donc il va continuer le combat contre les Navarrais dans les années qui suivent, en 1365, on le voit notamment servir en Champagne contre les grandes compagnies et contre les Navarrais qui ont aussi d'importantes positions en Champagne. Alors, vous voyez à peu près où se situent à ce moment-là les théâtres d'opération où se trouve Jean de Vienne, Bourgogne, Champagne, Normandie, Bretagne. C'est quelqu'un qui circule beaucoup, hein. Il ne reste pas dans la région de Besançon. Alors, 1365, Jean de Vienne va disparaître du théâtre d'opération français. Pourquoi? Eh bien, parce que il pense qu'il est temps, comment dirais-je, de gagner du prix. Ça, c'est une expression du temps. Le noble doit gagner du prix, c'est-à-dire augmenter son prestige. C'est une première chose. Et puis, il doit aussi voir le monde. C'est aussi une expression du temps. Voir le monde et gagner du prix. Comment? Eh bien, par un grand voyage. Et si possible, une croisade. La croisade, ce n'est pas uniquement aller libérer Jérusalem et les lieux saints, hein, ce n'est pas uniquement ça à ce moment-là. À ce moment-là, il y a un autre problème, c'est le problème des Turcs ottomans. L'avance des Turcs ottomans. Et les Turcs ottomans, en ce temps, sont une menace énorme pour l'empire byzantin, pour l'empire grec, qui est sous le gouvernement de la dynastie des Paléologues, donc les empereurs byzantins paléologues. Et en 1365, les Turcs ottomans menacent Jean V paléologue, ils menacent Constantinople, et Jean V appelle les princes d'Occident à venir l'aider. Il y en a un qui répond, c'est le comte Vert, Amédée VI de Savoie. Amédée VI c'est un cousin de Jean V paléologue, donc c'est pas encore une affaire de famille, et notre comte de Savoie va organiser une croisade pour aller aider les Grecs, l'Empire grec, Constantinople, contre les Turcs. Alors, il appelle largement la noblesse d'Occident, et alors la noblesse de Bourgogne et de Franche-Comté répond assez bien, et notamment on a Jean de Vienne qui va quitter le théâtre d'opération français et va se faire croiser. Il va se croiser et partir avec Amédée V. Alors, l'armée se réunit à Venise et va attaquer les Turcs dans les détroits. Avec un certain succès d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire que les croisades sont systématiquement un échec. Certains succès qui va donner un peu d'air et d'oxygène à Constantinople, parce que ces croisés vont repousser les Turcs des détroits et vont même entrer en mer Noire, vont aller jusqu'à Varna. Et donc il y a une activité de ces croisés, et vous voyez, notre Jean de Vienne, il fait sa première croisière. C'est sa première expérience navale, donc il ne faut pas imaginer qu'on l'a nommé amiral sans qu'il ait quand même une expérience
de la mer. Donc c'est sa première expédition navale. Il se fait remarquer, non seulement dans la croisade, à Varna, dans la mer Noire. Donc il gagne du prix. Voilà. Et sa réputation commence à augmenter. Vous voyez un peu, il ne faut pas oublier l'autopromotion. Hein. Parce que si vous ne vous faites pas vous-même mousser, personne ne le fera à votre place. Alors, nous qui avons une carrière derrière nous, nous le savons bien. On n'est jamais si bien célébré par soi-même. Donc Jean de Vienne a fait savoir qu'il avait été bien vu pendant la croisade. Donc il va, à ce moment-là, continuer sa carrière, et il la continue de manière très brillante, car quand il rentre en France, 1367-1368, le roi Charles V est en passe de reprendre la guerre contre les Anglais. Bon, il y a eu le traité de Bretigny, donc en principe on est en paix avec les Anglais, mais l'idée de Charles V, c'est quand même la reconquête. Donc il va progressivement mettre les Anglais en situation de reprendre la guerre, et il a besoin à ce moment-là, évidemment, de reconstituer une puissante armée. Et on voit Jean de Vienne, parmi les autres capitaines, passer un contrat avec le roi de France, une lettre de retenue, comme on dit, et il est retenu à 200 hommes d'armes. Là, on a un personnage déjà beaucoup plus important que ce qu'il était auparavant, et il va, donc, à partir de 1369, reprendre la guerre au service de Charles V, avec des troupes qui forment un contingent important dans l'armée royale française. Alors, il combat contre le duc de Lancastre en 1369. Vous voyez, c'est la flèche rouge là, qui part de Calais et qui va vers Rouen. Une chevauchée en 1369. Et en 1370, c'est un moment important, il va... C'est vrai, vous voyez, un moment important est marqué par une fanfare. Et c'est une fanfare de victoire, puisque en 1370, les Anglais font une nouvelle chevauchée partant de Calais pour aller vers l'ouest, et Jean de Vienne, qui est avec Bertrand du Guesclin, participe à la bataille de Pont-Valin en 1370, bataille au cours de laquelle les Anglais sont battus. Bon, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même pris un certain nombre de dégelés, hein, parce que quand on fait l'histoire de la guerre de 100 ans, on a l'impression que, que finalement les Français ont été battus. Non, pas du tout. Donc en 1370, Pont-Valin, c'est une bataille évidemment importante. Nous sommes en décembre. C'est une bataille qui est remportée donc par du Guesclin qui, à ce moment, devient connétable de France, et évidemment, un homme qui va siéger au Conseil, qui va avoir une certaine influence. Jean de Vienne a donc il est en relation avec des gens de pouvoir, avec des gens puissants. Donc il a visiblement l'estime du roi de France, Charles V, il a une bonne réputation, il est proche de celui qui devient connétable de France, et puis il y a un certain nombre de princes qu'il a dans sa poche, si je veux dire. Le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, frère du roi Charles V, qui est influent au Conseil. Il a aussi, j'ai oublié de le dire, servi en 1369-1370 Jean de Vienne en Languedoc et Guyenne. Je vais peut-être pouvoir... Il a servi en Languedoc et Guyenne contre les Anglais sous le commandement, sous le gouvernement, comme on disait alors, de Louis, duc d'Anjou, un autre frère du roi. Donc il a au Conseil 2 princes, il a dans sa poche 2 princes, il a également le connétable de France et l'estime du roi de France. Il est bien en cours, je dirais, bien en cours. Alors, dans les années 1370, 71, 72, il va combattre aussi dans la guerre de reconquête, notamment la reconquête du Poitou. Et 1372, il y a un fait important, c'est qu'en 1372, il y a une victoire navale sur les Anglais. Les Anglais sont vaincus, une flotte anglaise qui était commandée par le comte de Pembroke est vaincue par une flotte franco-castillane
qui donc remporte une victoire navale sur les Anglais. Et à partir de là, Charles V, après cette victoire de La Rochelle, va vouloir reconstituer et réformer l'arme navale, la marine si j'ose dire, en utilisant un terme complètement anachronique, sa force navale, puisque cette guerre de reconquête qu'il mène, elle n'est pas seulement terrestre, elle est aussi donc une guerre navale. Alors, quelques mots à propos de cette guerre navale, parce que Jean de Vienne va être impliqué dans la nouvelle tactique navale française. Comme vous le savez, la guerre de 100 ans a commencé par une défaite navale, la bataille de l'Écluse, en juin 1340. Donc voilà, pour commencer, les Anglais montrent leur supériorité sur la mer. Rule Britannia, rule the waves. Alors, oui, donc à partir de 1340, l'activité navale française est relativement atone. Sinon, que la guerre navale va prendre une forme très particulière, celle de la guerre de course. Donc quand on parle de bataille navale ou de guerre navale, nous on imagine la bataille du Jutland, je ne sais pas, ou le Bismarck coulant le Hood, mais c'est pas ça du tout. Hein. La guerre navale médiévale, c'est la guerre de course, c'est-à-dire que quelques navires, ou voire un navire seul, attaquent des navires, notamment des navires de commerce ennemis, pour saisir la cargaison, éventuellement passer l'équipage par-dessus bord, ça c'est quand même un des jeux les plus amusants dans la guerre navale, et puis donc s'enrichir. Alors ça peut être le fait de navires du prince, mais ça peut être très bien des particuliers qui affrètent des navires de course pour aller attaquer l'ennemi. Alors la guerre navale c'est essentiellement ça. Puis il y a aussi éventuellement des raids sur le territoire ennemi, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc il faut bien comprendre que la guerre c'est une série d'abordages en haute mer, d'attaques, mais vraiment pas de grandes batailles entre des escadres qui s'affronteraient en haute mer. C'est pas du tout la guerre médiévale. D'ailleurs, les grandes batailles entre escadres, c'est toujours près des côtes, voire près des estuaires, et jamais en pleine mer, comme on pourrait imaginer aujourd'hui. Alors, le roi de France, en 1373, va avoir la volonté de réformer l'office d'amiral de France, qui est un office qui existe depuis le XIIIe siècle. Il y a des amiraux depuis le XIIIe siècle, mais c'est un office qu'il faut véritablement réformer puissamment pour que l'autorité de l'amiral soit renforcée, mais que le contrôle du pouvoir royal sur l'amiral le soit aussi. Donc on va réformer en précisant quelles sont les règles que ceux qui mènent la guerre sur mer doivent observer, quelle est l'autorité de l'amiral qui s'exerce sur eux, quelle est la part que l'amiral peut exiger sur les prises, quelle va être aussi, ça c'est très important, la compétence juridictionnelle de l'amiral sur tous les problèmes qui peuvent naître de la guerre navale. Car l'amiral a évidemment une juridiction, il a un tribunal avec une cour d'appel qui est au palais de la Cité à Paris, à la table de marbre, grande table de marbre dans la grande salle du palais de la Cité, où on rend la justice. Donc à la table de marbre, il y a le tribunal de l'amiral. Bon, évidemment, ce n'est pas l'amiral qui juge, c'est un lieutenant de l'amiral qui est un juriste professionnel. Enfin, il y a donc une juridiction. Tout ça va être réformé par une ordonnance promulguée par Charles V le 7 décembre 1373. Première chose d'ailleurs que fait Charles V, c'est de virer, si j'ose dire, l'amiral en titre, Amaury de Narbonne, qui est évidemment un incapable et en plus une crapule. Donc on l'a déchargé de son office, dirais-je plus poliment, et on a promulgué l'ordonnance. Grande ordonnance, magnifique ordonnance, du 7 décembre 1373. 3 semaines plus tard, le roi de France nomme donc un nouvel amiral et il choisit Jean de Vienne.
Jean de Vienne, donc, qui n'est pas nommé avant la promulgation de l'ordonnance, mais 3 semaines après, le 27 décembre, 20 jours après, 27 décembre. Alors, pourquoi on choisit Jean de Vienne, après tout? C'est là qu'il faut se poser la question. C'était un grand seigneur, ayant autorité et fortune. C'est un fait important parce que souvent, un grand officier de la couronne doit avancer de l'argent au roi, soit pour payer ses gens de guerre, soit pour payer, je ne sais pas, l'armement des vaisseaux, en ce qui concerne l'amiral. Enfin bon, il faut quelqu'un qui ait de la fortune, qui a une grosse assise financière. Donc lui, grand seigneur, ayant fortune pour faire face aux obligations de sa charge. Il a une expérience non négligeable. Hein. Il a commencé sa carrière à 18 ans. Il est l'un des capitaines les plus efficaces sur le terrain, visiblement. En 1364, on lui avait donné la fonction temporaire de maréchal. Donc il a une expérience de l'administration militaire. Il a participé à des batailles rangées. Cocherel, Auray, Pontvalin. Tout récemment, en mars 1373, Chizé, en Poitou. Et puis alors, c'est là qu'il est très fort. En septembre 1373, donc quelques mois avant d'être nommé amiral, le duc de Lancastre ayant lancé une chevauchée à travers tout le royaume de France, une troupe anglaise près de Soissons a Ouchy-le-Château et surprise par une embuscade tendue par Jean de Vienne. Enfin, défaite anglaise à Ouchy. Bon, c'est pas une grande, c'est pas précis. Hein. Enfin, que fait Jean de Vienne? Il a des héros d'armes, hein, des poursuivants, des chevaucheurs, des messagers. Il les envoie dans toutes les directions pour prévenir le roi de France, le duc de Bourgogne et les autres hein, de la grande victoire qu'il va remporter sur les Anglais. Autopromotion, on n'est jamais si bien célébré que par soi-même. Donc, juste avant d'être nommé, il attire l'attention sur lui. Regardez, j'ai battu les Anglais à Ouchy. Pas mal. Bon. Enfin, il y a des raisons plus spécifiques, parce que là, vous allez me dire, bah oui, mais est-ce que c'est un bon amiral, du coup? Bon, il a participé au voyage d'outre-mer avec le comte Vert, avec le comte de Savoie. Donc il a une expérience de la mer, et pas une petite expérience, hein, une expérience navale en Méditerranée. Il a servi aussi récemment, en mars 1373, dans la Manche, hein, monté sur des navires avec l'amiral Amaury de Narbonne. Ils ont attaqué les Anglais, avec succès. Et puis, sa candidature est chaleureusement soutenue par Louis, duc d'Anjou, qu'il connaît, par le duc de Bourgogne, le roi de France a une bonne opinion de lui, par le connétable Bertrand du Guesclin. Voilà comment on est élu. Hein. Bon, voilà. Vous saurez ça, si vous, dans la carrière, ça peut servir, il faut avoir des appuis. Alors, lui-même va être donc amiral, il va faire une carrière d'amiral à partir de 1373. Il a donc le commandement de la flotte, l'autorité. D'ailleurs, bon, je ne vais pas pouvoir, pour des raisons de temps, détailler cela, je pourrais toujours donner ça. En 1377, il y a une deuxième ordonnance sur l'amirauté, et là, c'est Jean de Vienne qui, à la différence de la première, qui l'a visiblement inspiré, et donc on reprend, il y a une deuxième ordonnance, et dans cette ordonnance, on trouve à la fois des clauses, des articles qui étaient déjà dans l'ordonnance de 1373, et aussi un certain nombre de nouvelles clauses, de nouveaux articles qui sont inspirés par Jean de Vienne lui-même. Alors, vous voyez, on sait qu'en 1377, il y a eu un litige à propos de ses droits. Hein. Il s'est opposé au comte II qui contestait ses droits d'amiral, et donc il a exigé du Conseil royal une nouvelle ordonnance pour qu'on précise bien quels étaient les droits de l'amiral. Donc vous voyez, hein, la juridiction de tous les délits, faits et contrats provenant des faits de mer, le dixième des prises. Donc quand il y a des prises de cargaison sur des navires ennemis, lui il prend un dixième. C'est le droit de l'amiral. Tout navire doit porter la bannière de l'amiral. Donc tous les navires qui sont engagés au service du roi doivent porter la bannière de l'amiral. L'amiral doit veiller à l'armement des navires, etc., etc. Il est seul à délivrer les sauve-conduits en mer. Il commet son lieutenant à la table de marbre et partage avec le roi le produit des amendes qui sont levées. Bon, quand je mets 1373, c'est que c'est simplement le renouvellement d'articles qui était déjà dans l'ordonnance de 1360. Enfin, je ne vais pas détailler parce que ça serait un peu trop
trop long, mais disons que dans l'ensemble, l'ordonnance de 1377 vient non seulement confirmer ce qui était déjà dans l'ordonnance de 73, mais en plus renforcer l'autorité de l'amiral et renforcer son droit sur les amendes, sur le butin, sur les prises, prises en mer, épaves, etc. Il assure aussi le renflouement de ses caisses, ce qui est bien normal après tout, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens avancent beaucoup d'argent au roi. Alors, il a également participé, chose importante, à la réforme du Clos des Galets de Rouen. Qu'est-ce que c'est que le Clos des Galets? Alors, à Rouen, donc nous sommes dans l'estuaire de la Seine, face aux Anglais, et à Rouen, les rois de France, depuis la fin du XIVe siècle, ont créé, à l'image des arsenaux méditerranéens, un lieu qui est à la fois un lieu d'entreposage d'armes et d'éléments d'accastillage pour les navires. C'est aussi une sorte de, j'allais dire, de caserne. C'est également un lieu d'entreposage des vivres, des munitions. C'est un lieu aussi où on va construire ou réparer et entretenir les navires du roi. Donc c'est le Clos des Galets, c'est une sorte d'arsenal qui a été créé et qui existera jusqu'en 1418, jusqu'à la conquête anglaise, après quoi les Français ont tout détruit pour pas que ça tombe entre les mains des Anglais lorsque Rouen est tombé aux mains d'Henri V. Alors, il y aura une réforme du Clos des Galets sous l'administration de Jean de Vienne en janvier 1374. Alors, vous voyez, à partir de sa nomination, on voit Jean de Vienne être très actif en tant qu'amiral, et on le voit aussi comme un homme politique faisant partie d'une équipe extrêmement active au sein du gouvernement. Alors, bon, ça c'est un clin d'œil pour mes amis amiénois, hein, c'est que le beau pilier de la cathédrale d'Amiens, je trouve qu'il y a un sens de l'opportunité absolument extraordinaire dans ces fanfares. Le beau pilier de la cathédrale d'Amiens symbolise quand même à la fois évidemment le roi, enfin le pouvoir royal, la dynastie, etc., et aussi l'assise, enfin le soutien d'une société politique, parce que vous avez quand même trois personnages qui sont représentés et qui forment vraiment une équipe de gouvernement visiblement extrêmement active et efficace. Il y a Jean de Lagrange, le cardinal d'Amiens, donc l'évêque d'Amiens est cardinal, Jean de Lagrange. Il y a Bureau de la Rivière, un autre conseiller très proche de Charles V. Et troisième personnage qui apparaît, Jean de Vienne, amiral de France. Vous reconnaissez ici hein, les armoiries avec l'aigle que je vous ai montré tout à fait au début de cette présentation. Alors, notre Jean de Vienne fait partie donc de cette société politique, de ce groupe de conseillers où on a le cardinal de Lagrange, on a le Bureau de la Rivière, et lui. Donc ça c'est quand même très important. Enfin c'est impressionnant de penser que on aurait pu imaginer du Guesclin. Enfin du Guesclin, il y a des moments où il n'était pas très, très bien en cours. Et là on a vraiment un symbole, enfin une illustration, plus qu'un symbole, une illustration du rôle que Jean de Vienne a pu jouer au sein du gouvernement royal. Alors, homme de guerre, il va prendre sa part dans la guerre contre les Anglais. C'est une période où les Anglais, je veux dire, rencontrent de grosses difficultés. Alors, je dis pas ça avec satisfaction. C'est pour qu'on ait ici, vous voyez, pour l'époque de Jean de Vienne, la vision d'une période de la guerre de 100 ans qui n'est pas très favorable aux Anglais. D'ailleurs, quand on étudie l'économie des rançons, les prisonniers, c'est vrai qu'il y a toute la période où les Anglais font beaucoup de prisonniers, puis d'un seul coup, c'est le contraire, hein, c'est les Français qui font des prisonniers. Alors, il y a, dans les années 1374-1375, des campagnes importantes en Normandie pour chasser les Anglais et leurs alliés navarrais. Et Jean de Vienne va avoir une activité. Alors, il va commander un certain nombre d'opérations navales le long de la côte normande. Et puis, il va aussi, en 1374-75, mener le siège de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
qui est une place forte tenue par les Anglais et les Navarrais, et qui est extrêmement gênante pour les populations normandes. Hein. Les États de Normandie ont demandé au roi de France de faire quelque chose pour chasser cette garnison qui est extrêmement gênante, hein, dont les courses, les chevauchées sont extrêmement destructrices et les pillages très dommageables aux populations. Donc les États de Normandie demandent au roi d'intervenir. Évidemment, les États de Normandie doivent payer, mais le roi envoie Jean de Vienne assiéger Saint-Sauveur-le-Vicomte. Nous sommes en 1375, et alors il va placer une escadre ici, j'allais dire à Utah Beach pour les spécialistes, ici, parce qu'il y a un fleuve côtier qui s'appelle l'Ouve, par lequel les Anglais auraient pu envoyer des navires pour aider la garnison de Saint-Sauveur. Donc il bloque ici avec des navires, et il organise le siège de Saint-Sauveur, avec l'utilisation, pour la première fois de manière assez importante et efficace, l'artillerie à poudre, une artillerie à poudre qui est spécialement, pour une part, construite, fabriquée, enfin les canons sont fabriqués dans la région de Caen, où vous savez il y a de la métallurgie, il y a le fer de Caen, donc des canons sont fondus sur ordre de l'amiral pour aller tirer sur la garnison de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Alors, l'histoire raconte qu'une des premières pierres de canon, alors ce sont des canons impressionnants, hein. Il y en a un qui fait 2000 livres, donc pratiquement une tonne, canon fer, près de une tonne. Alors, la première pierre va percer le toit des logis du capitaine anglais, défoncer le plancher et caroler, comme dit Jean Froissart. Caroler, c'est-à-dire que la pierre tourne autour du lit du capitaine anglais qui à ce moment-là était déprimé, en pleine déprime, et il voit la pierre de canon, et bon, ce serait un des éléments qu'il aurait décidé à capituler. La réalité, c'est qu'il a capitulé moyennant 40 000 francs d'or. Je pense que l'argument des 40 000 francs d'or a été beaucoup plus puissant encore que la pierre de canon faisant irruption dans sa chambre. Notre Jean de Vienne va continuer sa carrière d'amiral, et il va, alors ça c'est Saint-Sauveur-le-Vicomte aujourd'hui, hein. Bon, c'est beau, avec un ciel normand. Ouais, bon. Donc c'est dans les années 1376, 77, 1380, notre Jean de Vienne va aussi porter la guerre en Angleterre. Alors les Anglais s'en souviennent. Ils s'en souviennent encore. Hein. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure, j'aime bien. L'idée, à partir de 1376-77, c'est d'attaquer les côtes anglaises, parce que la guerre se déroule essentiellement sur le territoire français. Maintenant, on va aller montrer aux Anglais ce que c'est que la guerre. Et ce que fait Jean de Vienne, c'est qu'en fait, il va utiliser la tactique des chevauchées. Qu'est-ce que c'est qu'une chevauchée? On rentre dans le territoire ennemi, on casse tout et on repart. Il va faire la même chose avec ses escadres. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer les ports de la côte sud de l'Angleterre. Donc, on attaque, on détruit tout, on pille, hein, on emporte ce qui est emporté, et puis on s'en va très vite avec la marée, avant que les Anglais n'aient pu réagir. Et donc ainsi, Plymouth, Dartmouth, Poole, l'île de Wight, Southampton, Portsmouth, Rottingdean, Lewis, Hastings, Rye, Folkestone, Winchelsea, Gravesend sont ainsi attaqués et brûlés par les Français de Jean de Vienne. Alors, la petite anecdote, c'est que je faisais visiter Honfleur à des amis anglais, et à Honfleur, vous avez le cours Jean de Vienne, parce qu'il a été capitaine de Honfleur, parce qu'amiral et capitaine de Honfleur, c'était deux fonctions. Et une petite fille qui s'appelait Imogen, petite fille de ce couple anglais, dit « Comment vous pouvez donner le nom de Jean de Vienne à une rue ?» Il a brûlé Rye, où il y a un très joli magasin de jouets. Et je lui ai dit, ma petite Imogène,
À ce moment-là, France et Angleterre étaient en guerre et les Anglais ont brûlé beaucoup de magasins de jouets. En fait. Et je me suis dit, voilà comment on raconte l'histoire de la guerre de 100 ans aux petits Anglais. Hein. C'est quand même assez extravagant. Alors, des expéditions navales menées par Jean de Vienne, il va y en avoir d'autres, même après la mort de Charles V. Charles V meurt en 1380. Dans le cours de la guerre qui suit, Jean de Vienne emmènera une grande expédition en Écosse en 1385, avec 900 ou 1200 navires, qui vont être aussi concentrés à l'Écluse pour envahir l'Angleterre en 1386. Donc une grande expédition en Écosse, puis la concentration d'une grande flotte à l'Écluse en 1385-86, entre 900 et 1200 navires sous l'autorité de l'amiral. Alors, l'expédition en Angleterre n'a pas eu lieu. Vous allez me dire, ça se saurait. Si on avait envahi l'Angleterre, j'imagine toujours, n'est-ce pas? Vous savez, c'est l'histoire, voilà, l'histoire imaginaire, le débarquement des Français, une grande bataille, Salisbury, où les archers anglais sont massacrés par les arbalétriers génois, et puis l'entrée glorieuse de Charles VI à Londres, qui se fait sacrer ensuite, roi d'Angleterre. Voilà, bon, enfin bref, on peut rêver. Donc ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. La guerre ensuite s'est arrêtée. Il y a eu de longues trêves à partir de 1390. Et donc toutes les grandes opérations navales qui avaient été menées par Jean de Vienne se sont arrêtées là. Mais lui ne s'est pas arrêté dans son activité. N'oublions pas que notre Jean de Vienne, c'est un croisé hein, depuis 1365, et que l'esprit de croisade existe toujours à la cour de France, et Jean de Vienne va donc participer à 2 expéditions contre les musulmans. La première, en 1390, il s'agissait d'une expédition qui avait été demandée par les Génois et par le pape contre la place de Mahdia, ici, sur l'actuelle côte de la Tunisie. C'était un repère de corsaires musulmans qui gênaient le commerce en Méditerranée occidentale. Et donc, on va avoir une croisade menée par le duc de Bourbon, Louis II, duc de Bourbon. Bon, ça n'a pas été extraordinaire, mais enfin, disons qu'on a des contingents français partant de Marseille, par Gênes, et qui attaquent Mahdia en 1390. Jean de Vienne fait partie de cette opération. Donc, grand succès, c'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, mais disons que c'est un grand succès d'estime. Et puis alors, en 1396, deuxième grande expédition, parce que le duc de Bourbon avait eu sa croisade contre Mahdia. Alors à la cour de France, il y avait une émulation. Et le duc de Bourgogne voulait aussi avoir sa croisade, et il se trouve qu'à ce moment-là, eh bien, les Ottomans avancent dans l'Europe balkanique et menacent le royaume de Hongrie, dont le roi est à ce moment-là Sigismond de Luxembourg. Et le roi de Hongrie demande l'aide des princes occidentaux contre les Turcs qui avancent vers le Danube, qui avancent sur le Danube. Une grande croisade va être lancée. La principale force envoyée par le royaume de France, c'est une force essentiellement bourguignonne. Ce sont surtout des Bourguignons et des Picards hein, qui vont partir pour combattre au sein d'une armée très largement recrutée aussi dans le Saint-Empire romain germanique et évidemment en Hongrie. Le contingent français part de Dijon, Jean de Vienne en fait partie. Le contingent est commandé par le comte de Nevers, le futur duc Jean sans peur, hein, Jean comte de Nevers, le futur duc de Bourgogne Jean sans peur, qui mène donc ce contingent français qui va se joindre à l'armée du roi de Hongrie. Alors, ces gens vont aller jusque sur le Danube. Jean de Vienne a reçu, pour l'opération, pour cette expédition, il s'est vu confier l'honneur de porter l'étendard, enfin la bannière sur laquelle se trouve représentée la Sainte Vierge. Bon, c'est une croisade placée sous le patronage de la Vierge Marie. Et c'est lui qui a l'honneur de porter cette bannière. La croisade se termine dans une catastrophe absolue. Sur le Danube, ici, à Nicopolis,
dans l'actuelle Bulgarie, le 25 septembre 1396. C'est une catastrophe. Et Jean de Vienne est tué dans la bataille. Et on dit qu'il est mort en se cramponnant à la hampe de la bannière de la Sainte Vierge. Il est mort sur le champ de bataille. Il n'a pas été capturé par les Turcs. Il est mort sur le champ de bataille le 25 septembre 1396. Assez loin de la mer pour un amiral de France. Mais pour les grandes affaires de Dieu, hein, pour le Negocium Dei, pour la croisade, c'est un personnage, vous l'avez compris, qui est tout à fait emblématique de cette période très intéressante, de cette période centrale du conflit franco-anglais que nous n'osons pas appeler la guerre de 100 ans. Voilà, je vous remercie, excusez-moi d'avoir été un peu... Merci beaucoup au professeur Schnerb pour cet exposé à la fois très riche en informations et présenté de manière extrêmement vivante et qui permet de mieux connaître ce personnage multifacette qui montre aussi les différentes ramifications de la guerre de 100 ans, la guerre contre les mercenaires, contre les troupes du roi d'Angleterre, mais aussi ses expéditions en Méditerranée et dans les Balkans, donc ces formes de croisade auxquelles il a beaucoup participé. J'avoue, j'ignorais cet aspect de sa vie, et de sa mort aussi à Nicopolis, et c'est très révélateur de la mentalité des partis de cette grande noblesse, je dirais presque internationale, hein, qui se rallie à des princes, à une famille princière, mais qui a une activité internationale. Alors, on peut quand même prendre quelques minutes pour quelques questions, quelques remarques. Oui, monsieur. Si vous pouvez parler plus fort. C'est par rapport à sa famille, enfin, avec qui il s'est marié, sa succession. Enfin, oui, alors il s'est marié à une demoiselle enfin une dame de la noblesse comtoise, Jeanne d'Oiselay, et il a eu un fils qui s'appelle Philippe. Je soupçonne que le parrain était Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne, Philippe de Vienne, qui est mort en 1413, qui lui-même a eu une descendance, mais une descendance féminine, ce qui fait que la famille s'interrompt avec Philippe en ligne masculine. Voilà. Oui, je vois tout au question fond. rapide. Quand vous employez l'expression qui était utilisée à l'époque de gagner du prix, en fait, tous ces exploits, concrètement, ça augmentait la valeur de leur rançon, en fait. Ça c'est le mauvais côté de la chose. Oui. Gagner du prix, ça veut dire le prestige personnel. Vous prenez par exemple le maréchal Boucicaut, hein, Jean II le Mingre, Boucicaut, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'autopromotion. Il a, en 1390, il a organisé entre Boulogne-sur-Mer et Calais, à Saint-Inglevert, des joutes qu'il a tenues pendant des mois, qui ont été une espèce de happening, si j'ose dire, extraordinaire. On dit que Charles VI lui-même serait venu incognito pour assister aux joutes. Les Anglais, comme c'était une période de trêve, les Anglais venaient de Calais pour combattre Boucicaut, bref. Et juste après, il est fait maréchal de France. Il avait bien réussi son opération. Donc il avait gagné du prix. Bon, en plus, il avait multiplié les exploits militaires avec des voyages, etc. Parce qu'il y a aussi le voyage de Prusse. Hein, on va combattre les païens dans les pays de la Baltique. Donc gagner du prix, c'est augmenter son prestige personnel pour attirer l'attention sur soi, éventuellement pour connaître une ascension politique et sociale. Gagner du prix. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on est connu, si on est riche, si on est chevalier, etc., et si on est capturé, on paye prix fort. Et là, on a gagné du prix, mais dans le mauvais sens. Du coup, on en perd, si j'ose dire. Oui, monsieur. Donc Jean de Vienne, c'est un homme de réseau. Et donc, c'est une question qui est fait ses liens. Je pense à trois personnages importants, que ce soit qui sont. Berry, parce que Berry a un rôle dans le chef d'expédition d'Angleterre, en fait. Et puis aussi. Oui. Donc, est-ce qu'il avait des liens particuliers avec eux ou parce qu'il les a côtoyés? Alors, Boucicaut, c'est un peu la génération en dessous. Jean II. En revanche, il a côtoyé le père, Jean Ier. Ah oui, mais il a participé à Nicopolis.
Oui, bien sûr, oui. Non, mais oui, oui, tout à fait. Mais disons que la carrière de Boucicaut, maréchal de France, c'est quand même 17 ans après, il fait pas de. Donc, mais effectivement, c'est la même, c'est les mêmes armées, c'est le même milieu. Le duc de Berry, oui. Alors, lui, il est moins Berry que Anjou et Bourgogne, visiblement, Jean de Vienne. Mais enfin bon, c'est pas. Mais justement, est-ce qu'il a la rancœur, le mot serait trop important, mais c'est une opération d'avoir beaucoup de prestige, justement, cette opération d'Angleterre. Et l'échec de l'expédition, c'est vraiment le fait que Berry. Oui. Personne n'avait envie d'y aller, en fait. Moi, j'ai l'impression. Hein. En plus, le temps était mauvais. Le temps était mauvais, ils y vont. Et puis, bon. Il y en a qui disaient, ah oui, on va y aller. Les Anglais avaient très peur. Hein. Il y avait des guetteurs, les Français vont venir. Puis il y avait des nobles français qui disaient, ah, on va enfin brûler les villages anglais. Mais bon, finalement, les princes n'avaient pas tellement, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas tellement envie d'y aller. Et puis, donc ça a traîné. Et puis, d'un seul coup, le temps s'est dégradé. Prendre la mer dans la tempête, même si c'est pour traverser le détroit. Alors donc, échec. Et puis le troisième, Clisson. Ah ben, Clisson, oui, là aussi, c'est pareil. Alors Clisson et du Guesclin, c'est quand même des personnages très proches. Là encore, ça fait partie de du même milieu, de la même société politique. Il n'y a pas des liens privilégiés entre Jean de Vienne et Clisson, a priori. Hein, ils se connaissaient, évidemment, mais ils font partie de la même société politique. C'est ça. Il y en a certainement, mais pas si important que je puisse les mettre vraiment en lumière. Monsieur, vous avez une question également? J'ai un doute. Est-ce que vraiment Jean sans peur a été fait prisonnier à Nicopolis? Ah oui, ça a coûté cher d'ailleurs. Oui. Ça a coûté 200 000 ducats, hein, quand même. Alors oui, il a été capturé à Nicopolis et il a passé plusieurs mois en Turquie, hein, à Brousse, et il a été rapatrié ensuite et revenu en héros. Alors ça c'est une chose importante, ce que j'essaie d'expliquer quand on parle des croisades ou ce genre d'explication. Ça n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire d'être victorieux. L'important c'est de participer, c'est une pierre de Coubertin. Même pas parce que si vous mourrez là-bas, vous êtes un martyr de la croisade, vous avez l'indulgence plénière, vous allez directement au paradis. Bon, donc, oui, non, mais c'est un bénéfice. Hein, bon, oui, ça a une certaine importance. C'est une certaine importance. Donc, voilà. Donc, l'important, voilà, vraiment, je te dis, pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. Oui, non, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage. C'est une entreprise spirituelle, hein, au départ. C'est un pèlerinage et c'est vécu comme une entreprise spirituelle. Voilà. Les souffrances du voyage, les souffrances du combat, et même les blessures, même la mort ou la captivité. Pensez à Saint-Louis, hein. C'est un échec. Hein. Saint-Louis, ces croisades, c'est un échec. Mais ce sont des échecs glorieux. Nous, Français, nous adorons les échecs glorieux. Toute notre histoire est fondée sur les échecs glorieux. Les glorieuses défaites. Les glorieuses, c'est pas les. Oui, c'est pas les sources pour sa vie. Enfin, c'est quoi les sources? Les sources pour sa vie. La vie de Jean de Vienne. Ouais. Bah, vous avez des sources multiples. D'abord parce qu'il y a les chroniques qui parlent de lui, Froissart et beaucoup d'autres. Et puis on a beaucoup de documents, notamment documents administratifs, comptables, voire documents plus privés. Mais enfin, on a une documentation comptable, administrative qui est importante. Et puis les chroniques également. Et quelques monuments. Comme le beau pilier. Oui, parce que le beau pilier d'Amiens est un remarquable témoignage de la place qu'il occupe dans la société politique. Parce que pour mettre un gars comme ça là, il faut qu'il ait quand même eu un certain poids. Ben, on explique un peu l'iconographie de ce beau pilier par la volonté de Jean de Lagrange de montrer la puissance du pouvoir royal à Amiens, alors qu'il n'est plus cardinal, hein, le pilier est construit, il n'est plus évêque d'Amiens, mais de montrer la présence du roi face à une bourgeoisie dont une partie avait soutenu Charles de Navarre. Voilà, donc il y aurait une sorte de manifeste un registre avec les saints, hein, la Sainte Vierge, Jean-Baptiste et Saint-Firmin. Ensuite, vous avez les membres de la famille royale, et puis comme base, comme soutien,
vous avez ces 3 conseillers qui sont le soutien de tout l'édifice. C'est quand même très. C'est un programme iconographique qui est quand même très intéressant.